Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes de retour pour une émission de l'eau dans le gaz. Et oui, la première émission de l'année de l'eau dans le gaz. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui viennent d'arriver, qui sont là pour nous découvrir, eh bien, c'est une émission où l'on va, avec Écosciences Pays de la Loire, à la découverte des chercheuses et chercheurs du territoire des Pays de la Loire. Et donc, c'est moi, Maëna, qui sera l'interlocutrice privilégiée. Je suis à la fois là pour poser des questions à notre invité que je vais vous présenter ensuite et aussi pour prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. N'hésitez pas à échanger ensemble dans le chat. C'est fait pour ça. On est là pour discuter, pour échanger. Pour rappel, Écosciences Pays de la Loire, c'est une plateforme qui est soutenue par la région Pays de la Loire. Et donc, cette émission est évidemment soutenue par la région. Voilà. Donc je répète, n'oubliez pas de poser vos questions dans le chat. Et première émission de l'année, on est parti. Et tout de suite, donc je vous présente mon invité de l'année, du début d'année, qui est Bérengère Davio. Bérengère, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir sur cette émission. Donc Bérengère, tu es docteur. Alors, docteur, rappelle-moi, en automatique. En automatique. Donc, c'est de la programmation, en quelque sorte. En quelque sorte. Mais on va en parler un petit peu plus en détail après. Et tu es aussi enseignante. Enfin, tu donnes aussi des cours. Je fais de l'enseignement. Tu fais de l'enseignement à Polytech Angers. Polytech Angers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école une école d'ingénieurs qui est rattachée à l'université. Ouais. Donc, ici, l'université d'Angers, mais c'est le cas, ça existe dans d'autres villes sur le territoire. C'est un réseau national. C'est un gros réseau national. Mais tu es aussi artiste. Oui, c'est vrai. J'ai encore du mal à mettre ce label-là, mais c'est vrai. Mais un petit peu quand même. Faut pas non plus. Faut pas t'enlever ça, au contraire. Donc, tu es artiste de musique interactive, si on peut l'appeler comme ça. Mais je pense que c'est le terme le plus proche. Et donc, c'est ce qu'on a de musique interactive, donc on appelle du live coding. Ouais. Plus généralement, live coding interactif. Du live coding interactif, parce qu'il y a plusieurs systèmes de live coding, il n'y a pas que le... Disons qu'il y a le live coding et moi j'y ai ajouté le côté interactif. D'accord. Bon, du coup, tu nous en parleras un petit peu plus après. On va rentrer dans le détail. Bonjour à tous. Bonjour pour ceux qui arrivent. Je vous vois arriver. N'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat, nous faire un petit coucou. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va parler à la fois de ton travail de recherche, parce que tu es docteur depuis peu, finalement. Oui, depuis décembre. Donc, officiellement diplômé d'un doctorat. Et évidemment, de ton activité artistique que tu fais ici à Angers, et notamment avec Polytech. Oui. Que tu as découvert peut-être aussi avec Polytech. Ouais, le Polytech et l'École des Beaux-Arts, donc l'ESA de Talmanger. Tout à fait. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler un peu de ton travail de recherche, de ce que tu as présenté finalement, c'était en novembre En décembre, de ce que tu as présenté en décembre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, à la fois personnel et à la fois du coup, et d'études, de comment est-ce que tu en es arrivé là Ouais. J'ai essayé d'être synthétique. Oh, t'as le temps, regarde. On vient juste de commencer. Tu peux développer si tu veux. Peut-être que je te reposerai des questions après en détail. Je me lance alors. Mon parcours, en fait, déjà, moi, l'aspect sciences et arts, c'est quelque chose que j'ai commencé un peu à toucher dès très jeune, où j'ai tout de suite, avec l'école, le parcours scolaire, une aisance avec les sciences, notamment les mathématiques. Ça a tout de suite matché avec moi, j'ai tout de suite aimé ça. Mais en même temps, j'étais très attirée par tout ce qui était artistique. Je trouvais ça... je sais pas comment dire. Ouais, ça a attisé ma curiosité. J'aimais bien sans forcément tout comprendre. Et du coup, j'aimais ces deux aspects-là. Et déjà, enfant, j'avais envie de pouvoir garder les deux. Puis après, du coup, parcours l'école, petite école, puis collège, où là, j'ai continué dans les sciences, vraiment, à pousser dans les sciences. Mais j'ai découvert l'univers du cinéma et ça m'a beaucoup plu, en fait, cette relation image, son et émotion. Et donc, j'ai voulu continuer dans le cinéma. Et donc, c'est au lycée, j'ai fait des choses à côté de l'école. Donc, j'ai fait participer à des réalisations de courts-métrages, à l'écriture de courts-métrages. J'ai rencontré des réalisateurs de ma région, tout ça. Et ça m'a vraiment plu. Mais au niveau scolaire, j'ai fait que de la science.
J'ai vraiment fait un parcours typique, bac scientifique, spécialité maths. J'avais 9 heures de maths par semaine. J'étais la plus heureuse du monde. C'est vrai. J'adorais ça. On en rencontre pas souvent des gens passionnés à ce point-là. Mais moi, j'aimais vraiment ça. Mais malgré ça, après, quand il est arrivé le moment de choisir après le bac, j'ai fait, plutôt qu'aller dans les sciences, je vais essayer le cinéma. D'accord. Donc, je suis rentrée en faculté, donc c'était art du spectacle, donc c'était cinéma et théâtre. Et j'ai tenté, parce que je me suis dit, si je tente pas maintenant, je tenterai jamais. Donc, n'ayons pas de regrets et allons-y. J'ai essayé. Alors, autant j'ai adoré ce que j'ai appris, parce que le cinéma, ça reste quand même quelque chose que je trouve magnifique. Il y a tellement de choses à faire avec. Mais le système scolaire de la fac ne m'a pas du tout plu. Et je me suis dit, en observant les gens qui étaient passionnés autour de moi dans ma promotion, je me suis dit, oui, j'aime le cinéma, mais je suis pas sûre d'en faire une carrière. Je suis pas sûre que ce soit fait pour moi. Et du coup, je suis revenue dans les sciences. Mais après 1 an sans faire de sciences, c'est un peu dur. Et puis, les sciences qu'on fait en bac, c'est ultra général. Et sauf qu'en post-bac, il faut vraiment plus se spécifier, sauf qu'on n'a aucune idée de ce que c'est ces spécifications. Et du coup, j'étais un peu perdue. Donc, j'ai fait plein de rendez-vous chez les conseillers d'orientation, etc. J'ai cherché un peu partout. Et puis là, c'est là où j'ai découvert l'école d'ingénieur, qui permettait de rester à peu près un polyvalent quand même. Ça fermait pas trop de portes. Ça pouvait permettre de changer après, notamment de domaine. Et ça me plaisait. Et donc, c'est là où je suis arrivée à Polytech Angers. Alors, à l'époque, c'était l'ISTIA. D'accord. C'était pas encore Polytech. Ça commençait à être Polytech. Ça remonte à combien d'années, du coup ? C'était en 2016. Ah oui, parce que ça a changé, c'est devenu Polytech. En fait, quand je suis arrivée, c'était l'ISTIA, mais c'était dans le réseau Polytech. Okay. Mais c'était encore l'ISTIA, mais c'était pas entièrement Polytech. D'accord. Et pendant mon cursus, c'est devenu Polytech. Et du coup, je fais partie de mémoire de la première promotion Polytech Angers. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, je suis arrivée à Polytech. Et c'est à Polytech que j'ai découvert la programmation. J'avais jamais vu la programmation avant. Un petit peu d'algo en maths, en bac, mais c'est pas vraiment... Et c'est là où j'ai découvert la programmation avec le langage C. Donc, c'est pas le langage le plus facile. Mais moi, je sais pas, j'ai eu un coup de foudre. J'ai adoré. Mais j'avais beaucoup de doutes. Parce que les gens qui sont avec moi, ils connaissent la programmation depuis super longtemps et tout ça. Et moi, je viens d'arriver. Parce que vraiment, j'ai les compétences pour y aller là-dedans. C'est mes enseignants qui ont fait « Non, mais Madame Davio, allez-y, vous allez vous en sortir. » J'ai fait « Ok, d'accord, je fais confiance. » Parce que du coup, t'es pas arrivée en première année, t'es arrivée plus tard ? Je suis arrivée, je suis arrivée, mais en prépa. Et en fait, t'as 2 ans de classe préparatoire et ensuite, tu fais le cycle ingénieur. Du coup, je suis arrivée en première année de prépa. Mais t'avais pas fait une prépa spécialisée en programmation et donc du coup, tu pensais que ça allait être compliqué En fait, c'était une prépa, c'est la classe préparatoire intégrée de Polytech. Ouais. Du coup, tu vois un peu toutes les matières que tu peux faire avec les spécialités qui sont après. Donc, du coup, pour le cas de Polytech Angers, tu as de l'informatique, tu as de l'automatisation, mais tu as aussi des matières liées à ce qu'on appelle la qualité, la fiabilité, l'innovation, des matières reliées la maintenance des bâtiments, etc. En fait, tout ce que nous, on peut faire après. D'accord. Et donc, du coup, tu as fait ce parcours en 5 ans, donc jusqu'à la fin. Et donc, en programmation spécialisée, les 2 dernières donc années. moi, je me suis spécialisée. Après mes 2 ans de prépa, je suis allée en spécialité, donc système informatique et... Non, système automatisé, génie informatique. Je vais y arriver. Et je me suis respécialisée après en système cyberphysique, donc c'est tout ce qui est robotique et automatique. Okay. Et j'ai fait un double diplôme, parce que pourquoi pas. Un master recherche. Et en fait, c'est parce qu'avant ma dernière année, c'est là où j'ai découvert la recherche. On a une personne avec qui je suis devenue très amie, on discutait avec moi de ce que c'est la recherche. Et là, j'ai vu quelque chose dedans qui en fait, je ne savais pas à ce moment-là, mais c'est quelque chose que je recherchais dans mon futur métier. C'est la liberté. La liberté alors pas la liberté absolue, mais la liberté de pouvoir changer de sujet, de travailler sur ce que tu as envie, avec qui tu as envie, d'un jour de dire j'ai envie plutôt de travailler sur cette spécialité-là, cette expertise-là, et du coup de tout le temps être en processus d'apprentissage pour aller chercher un peu les choses sur lesquelles tu es curieux. Et ça me plaisait énormément. Mais pendant ce parcours de cycle ingénieur, c'est là aussi que j'ai rencontré du coup, mes futurs encadrants de thèse, avec cet aspect live coding.
Et là, ça a été la réponse à mes prières, de pouvoir lier science et art pour ma carrière professionnelle. Et au début, c'était juste en tant qu'étudiante, en pratique, comme ça. Et je dis, c'est pas mal, tout ça. Et puis, c'est eux qui se sont dit, est-ce que tu as envie de faire une thèse avec nous sur justement ces problématiques-là? Je fais oui. Ouais, oui, je veux. Là, ça y est, c'était le Graal, quoi. Et là, ma bonne étoile a répondu. Et donc finalement, avec une certaine rétrospective, je me rends compte que j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Génial. Ah oui, c'est vrai que là, ça y est, quoi. Ouais. Et donc, du coup, en fait, une partie de ta thèse était justement sur ça, quoi. Enfin, c'était vraiment... le sujet, c'était le live coding. En fait, c'était sur une problématique scientifique avec application sur le contexte du live coding. D'accord. Et donc, du coup, là, tu viens de terminer. Donc, tu poursuis en recherche? Donc, je poursuis en recherche et aussi sur ma pratique artistique. Donc, tu as un poste, ou tu cherches à avoir un poste? Alors, je suis en CDD actuellement d'enseignement, ce qu'on appelle un ATER. D'accord. Mais justement, c'était pour avoir le temps de finir ma thèse sur les derniers mois, parce que je n'étais pas financée sinon sur ma dernière mois, et avoir le temps de chercher un poste plus périn. Et du coup, comme ça, pendant ce temps de recherche de travail, je suis quand même financée parce que j'ai quand même un poste. D'accord. Donc là, tu poursuis? Donc là, je poursuis. Ouais. L'objectif, c'est de trouver un poste de maître de conférence qui me permettra à la fois de continuer ma recherche scientifique et aussi ma recherche artistique, de pouvoir continuer à lier les deux. Donc pas forcément ici? Plutôt pas forcément ici. Là où il y aura un poste? J'avoue, ici, je me plais bien. Oui, j'imagine. À Angers, mais des postes de maître de conférence, il n'y en a pas tant que ça, surtout maintenant avec les coupes budgétaires des différentes universités au niveau national. Du coup, j'irai là où je pourrais trouver. Bon, on te le souhaite en tout cas. Et du coup, on va peut-être rentrer un peu dans le sujet. Est-ce que, petit exercice de vulgarisation, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer ton projet de recherche de manière assez simple pour qu'on comprenne. Si besoin, si tu veux, on peut utiliser aussi les supports pour que tu puisses montrer. On peut peut-être regarder ça. Attends. Je pense que c'est là. Je vous prépare ça. Non, on va peut-être... C'est pas comme ça que je vais faire. Je vais faire comme ça. Alors, attendez, on arrive. Capturer. Normalement, il devrait apparaître, mais il n'apparaît pas. Pourquoi? Ça devrait pas arriver. Les joies du live. Les joies du live. Vous inquiétez pas, ça arrive. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Je veux juste être sûre que on voit bien que ma source... Tout est branché. Normalement, ça doit fonctionner. Alors, il est là, mais il veut pas. Bon, sinon je les ai sur mon ordi, c'est pas grave. On va aller les chercher sur l'ordi. On va faire ça, ça va être plus simple. Capture de fenêtre, capture d'application. Et du coup, c'était pas ça, c'était ça, les automates. Ouais, c'est de là. Ok, alors. Non, c'est ça. Oui, capture d'application. Pourquoi est-ce qu'il me donne trop pas? Capture de fenêtre. Normalement, c'est bon. On va faire comme ça même. Ouais. Là, normalement, c'est bon. Vous voyez ce qu'on essaie de vous montrer. Et toi, tu vois ou pas? Ou je vais le repasser Je vois. Tu sais... Alors, on va même aller faire... De toute façon, c'est juste pour illustrer. C'est pour illustrer ce que tu vas nous expliquer. Un cas particulier. Mais... c'est celui-là. On commence par celui-là et après on montrera l'autre. D'abord. Ok, très bien. Alors, bonjour à ceux qui arrivent. Je vous vois, on vous voit. Eh bien, du coup, là, on était en train de mettre en place ce qu'allait nous expliquer Bérangère.
Pour ceux qui arrivent, qui viennent de nous rejoindre, Bérengère nous expliquait son parcours, nous parlait de son parcours, comment est-ce qu'elle est arrivée à faire de l'art et des sciences dans son travail de recherche. Et du coup, là, l'idée, c'est qu'elle nous explique un peu simplement, comme si nous étions de jeunes lycéens, par exemple. On va faire ça un peu comme ça, qui n'y comprenons rien. Enfin, de toute façon, moi, je n'y comprends rien, mais si. mais je vais apprendre. Donc, voilà, je t'en prie, explique-nous. Okay. Je vais essayer de faire au plus simple, parce que ça utilise beaucoup de terminologie. Moi, je m'intéresse à ce qu'on appelle les systèmes à événements discrets. Donc, les systèmes à événements discrets, c'est tout système, donc un ensemble d'éléments qui vont interagir entre eux, dont l'état évolue en fonction de l'occurrence d'événements qui sont discrets et asynchrones. Ça fait beaucoup de termes, mais pour illustrer un peu ça, en fait, un système, ça peut être une machine à café, une cage d'ascenseur, ça peut être le système solaire, c'est un système, d'où le nom. Ça peut être un programme informatique, ça peut être qu'ils sont dans des applications dans nos téléphones, ça peut être une chaîne de production. Et les états, ça va dépendre, mais une machine à café, elle est en fonction, elle chauffe l'eau, tout ça, ce sont des états différents. Et les événements qui se produisent, eh bien, ils vont être dépendants notamment des capteurs qui vont être sur la machine. Donc là, c'est vraiment un cas très spécifique, hein, c'est plus général que ça, mais et du coup, si on appuie sur un bouton, ça va enclencher quelque chose dans le système qui va faire qu'il change d'état, etc. Et en fait, sous tous ces différents systèmes-là, qui ont une évolution dynamique, pour les étudier, pour comprendre comment ils fonctionnent, mais aussi pour pouvoir vérifier s'ils fonctionnent comme on le souhaite et pour pouvoir les corriger dans le cas où ce n'est pas le cas, eh bien, il faut pouvoir en faire une abstraction. Et le langage qui par excellence est non ambigu chez l'humain, c'est les mathématiques. Les mathématiques permettent de représenter des choses de manière non ambiguë, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de double état possible, etc. Oui, donc, il existe tout un pan de la recherche qui est d'étudier des méthodes pour pouvoir les représenter, ces systèmes-là, donc avec des modèles qui vont être différents, qui vont pouvoir représenter des systèmes différents, de manière différente, et du coup, les outils dessus vont être différents, mais aussi des méthodes pour justement faire ces processus, ces opérations de vérification, de contrôle et de correction. Parmi ces modèles-là, il existe notamment les automates, par exemple les automates finis. Donc là, on a un exemple où on va avoir un ensemble d'états où là, donc on a un système qui peut être en fonction, stoppé ou arrêté. Et on va avoir des événements comme pause, marche ou arrêt. Et suivant l'occurrence de ces événements-là, on va passer d'un état à un autre. Et donc ça permet de décrire graphiquement l'évolution de notre système en fonction des événements discrets qui se produisent. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ma recherche, ce sont les modèles qui vont avoir des informations temporelles. Et je m'intéresse pour ça aux automates pondérés. Donc, c'est l'autre image. Donc, je ne sais pas si ça a changé sur le live. Ça a changé, ouais. Enfin, j'ai cliqué, ça a changé. Donc, les automates pondérés, on va ajouter une information temporelle. Alors, en vrai, cette pondération, ça peut être interprété comme un coût, mais nous on l'interprète comme une durée. Et on va y associer à chaque événement, sur chaque transition entre les états. Donc c'est vraiment grossièrement. Hein. Et ça va permettre d'avoir une information supplémentaire sur l'évolution de notre système qui va dépendre à la fois de l'occurrence des événements, mais aussi du temps qui s'écoule. D'accord. En vrai, donc moi, dans les automates pondérés, il y a plusieurs sous-spécifications. Donc moi, c'est les automates Max Plus qui m'intéressent. C'est des modèles qui sont assez compliqués à comprendre, même pour nous scientifiques, il y a vraiment des aspects assez tordus. Mais c'est très puissant parce que, notamment, ça permet, le Max Plus, l'algèbre Max Plus, ça permet de linéariser des problèmes qui ne le sont pas. Et nous, en science, on aime bien les problèmes qui sont linéaires parce que c'est plus facile à résoudre.
D'accord. Et donc, c'est assez puissant. Mais dans les automates Max Plus, pourquoi c'est un outil qui est fort? C'est parce que, en plus de la représentation graphique qu'on a là, on peut avoir une représentation, enfin, c'est pas on peut, c'est on a une représentation algébrique, donc avec des matrices. Et en faisant des opérations dans l'algèbre Max Plus, on peut résoudre des problèmes sur notre automate Max Plus, de typiquement vérifier son comportement et le corriger dans le cas où ça ne fait pas le comportement qu'on veut. Donc, tout à l'heure, tu nous parlais des automates à événements discrets. Et donc là, sur les automates, par exemple, une machine à café, et donc des automates Max Plus, ça va être quoi comme... En fait, les automates Max Plus, c'est pas, il y aura pas vraiment un type de système, c'est juste une abstraction possible pour des systèmes. Ok, donc en fait, ça peut être utilisé dans plein de systèmes différents. Oui, okay. Mais pour donner un cas, alors c'est... je ne sais plus si c'est l'inventeur, c'est un peu fort, mais Maury, qui a travaillé, qui est un peu le précurseur dans les automates Max Plus. C'est pas le seul, mais il a travaillé avec Google et c'est lui qui est l'auteur de la reconnaissance vocale. Et il a utilisé donc de l'intelligence artificielle, mais aussi des automates Max Plus. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, ils réagissent en fonction de... Suivant les entrées, donc du coup, qui vont être la voix, et ça permet en sortie d'avoir la transcription écrite du signal d'entrée qui est la voix. D'accord. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, parce que je pense, à mon avis, c'est assez complexe. Ça a l'air complexe, oui. Mais c'est un outil qu'il a utilisé pour... C'est un outil qui doit être capable de détecter les différentes voix. Enfin, j'imagine qu'il doit enregistrer la voix, une certaine voix particulière, parce que par exemple, si on prend une reconnaissance vocale comme Siri, on s'enregistre au moment où... Enfin, je parle de ça parce que c'est ça. Ou pour Alexia, c'est pareil pour... Google, tu t'enregistres et en fait, il reconnaît ta voix et donc c'est la façon dont toi tu prononces certains trucs qui fait qu'il réagit. Il y a de l'intelligence artificielle aussi pour justement être un peu plus robuste à ces variations. Mais il a mélangé les deux pour faire ce... Oui, Et donc, quand tu dis c'est à l'écrit, ça veut dire qu'en fait, il transcrit et donc ce qui est écrit, ça s'est transformé en... tu vas... alors oui, c'est la reconnaissance vocale, c'est qu'il va faire une reconnaissance. Donc, je pense il passe à l'écrit. Je ne sais pas exactement comment il fait, mais... Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent et qui savent. En tout cas, savent. C'est un outil qui permet de faire pas mal de choses. Mais en donc, fait, ça permet de représenter des systèmes. Et donc, c'est beaucoup utilisé, j'imagine, si on peut faire beaucoup de choses avec, quoi. En général, c'est complexe, mais c'est très utile. Oui. D'accord. Et donc, du coup, toi, parce que là, du coup, tu t'as appliqué ça au live coding, si je me dis pas de bêtises. Enfin, ton champ d'application, c'était la musique interactive ou c'était comment ça s'est passé en fait? Déjà, dans ma recherche, du coup, je me suis intéressée à ces modèles-là, mais j'ai participé à trouver des solutions partielles à des problèmes qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas répondre. D'accord. Déjà, il y a ça. Vous avez trouvé des solutions? On a trouvé des solutions partielles. Mais c'est les sciences, du coup, elles ne sont pas parfaites. Il faut continuer à travailler dessus. Même les mathématiques ne sont pas parfaites. C'est des problèmes assez compliqués. Mais du coup, j'avais cet aspect-là. Mais en effet, mon application dans la coding, c'est-à-dire que moi, avec mes encadrants, on s'est dit, ces modèles-là qui servent dans l'industrie pour représenter des chaînes de production, des machines, tout ça, bien, pourquoi pas l'utiliser dans l'art pour représenter une partition musicale. D'accord. Et c'est-à-dire que notre système, ça va être notre performance musicale. Les états, ça va être les différents rendus sonores. Je résume grossièrement. Et on va, dans notre performance, rajouter des capteurs. Donc, ce que moi j'appelle l'interface physique. On va avoir plein de capteurs. Et suivant ce qui se passe avec les capteurs, ça va changer le rendu sonore en temps réel pendant la performance. Et pour représenter les différents scénarios musicaux possibles et tout ce qui peut se passer suivant les occurrences d'événements, on va utiliser ce modèle-là pour pouvoir représenter ça. D'accord. Et du coup, le travail que vous faites là pour l'appliquer au live coding et donc dans la musique, finalement, ces solutions ou ces solutions partielles que vous avez trouvées, ça peut s'appliquer à d'autres systèmes? Oui. C'était l'idée, en fait. C'était d'utiliser ça comme un peu comme un... comme
prétexte finalement, enfin prétexte, façon de parler, j'ai pas envie Ouais, non, de réduire le truc, mais je comprends. c'était dans le sens où c'est un sujet d'étude qui peut s'appliquer à, enfin, mais vous avez choisi ce sujet-là, ça aurait pu être un autre Oui. sujet en fait. C'est ça. Nous, c'était, en effet, c'est des solutions qui sont valables pour tout type de système, mais que nous, on a cherché à appliquer dans le cadre de la musique, donc de Ouais. live coding, donc la musique assistée par ordinateur. D'accord. Parce que, alors, déjà parce que on était dans un contexte où on travaille sur les deux choses, du coup, on avait envie de continuer. Mais on s'est dit, on n'a pas l'habitude de faire ça, en fait. La preuve, moi, je pense bien que je suis bien... on n'est pas beaucoup à mêler, en tout cas, les sciences pures comme ça avec de l'art. Et du coup, peut-être que ça va soulever des problématiques qu'on n'a pas conscience en restant, nous, dans notre domaine industriel. Ou peut-être que ça va nous permettre de réfléchir les solutions autrement. Et puis, c'est un cas d'application qui reste cool. Oui, c'est clair que c'est plutôt cool. Mais du coup, ça permet un petit peu de sortir du carcan très scientifique de ce domaine-là et d'apporter un peu de... Puis, enfin, les arts, c'est quand même... c'est rigolo parce que cette discussion, on a fait une émission en novembre justement sur art et sciences et sur les liens qui pouvaient exister. Parce que, et on se disait qu'à la fin, j'avais du coup 2 artistes avec moi et 2 doctorants plutôt en droit de la mer et de l'océan. Et en fait, c'était très rigolo parce que souvent, les artistes, on les imagine comme des espèces de savants fous qui partent un peu dans tous les sens. Et la science est censée être quand même très cadrée, très... comment dire, enfin, il y a un protocole. Enfin, voilà, la recherche scientifique, on fait pas ça comme ça. Il y a une problématique, on suit. Il faut, comment dire, l'expérimentation, elle est quand même cadrée. Donc, en fait, le fait de mélanger tout ça, est-ce que ça vous a permis aussi d'un petit peu de sortir de prendre plein de chemins différents, d'être un peu moins, ou alors, comme c'est vraiment de la musique assistée par ordinateur, on reste dans le. Je sais pas, c'est une bonne question. Je trouve que le processus d'expérimentation artistique et le processus d'expérimentation scientifique, en tout cas dans le cadre de l'informatique, sont pas si différentes que ça. Mais le fait de sortir du cadre abstrait, en tout cas de notre recherche à nous, ça permet d'avoir un autre point de vue et de prendre un peu un pas de côté et de voir les choses un peu différemment. Mais surtout, ça a permis de moi, quand je réfléchissais à mes solutions, il y avait toujours une partie qui réfléchissait à mode, comment je l'appliquerais dans le live coding, dans ma pratique du live coding. Comment j'utiliserais cet outil-là? Est-ce que vraiment ça me servirait? Et du coup, ouais, les problématiques, la problématique est légèrement différente. Et donc, elle est toujours intéressante, mais ça amène à prendre le problème d'une autre approche. Ouais. Ça change un peu le... Oui, et puis bon, du coup, l'application est un peu fun, donc ça change le truc. Mais c'est intéressant. Enfin, je trouve que c'est un parti pris intéressant, surtout dans des recherches telles que la tienne, qui sont, en tout cas dans la tête des gens, je pense que quand tu leur parles de programmation, ils ont quand même une image assez stricte du truc, je pense. Programmation, oui. Ce qui est assez fun, c'est que l'automatique, c'est encore pire. Les gens, ça leur parle pas du tout parce que c'est des choses qu'on voit pas du tout jusqu'au lycée. Du coup, c'est pas du vocabulaire qui est dans la tête de tout le monde. Mais dès que je dis, mais je fais une application dans la musique pour faire de la partition, et elles font ah trop bien, et tout de suite ça parle plus aux gens. Et du coup, ça m'a permis pendant mes années de thèse une facilité pour vulgariser mon sujet et pour rendre curieux les gens. Que si j'avais pas eu cet aspect-là, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur. J'aurais perdu tout le monde. Oui, c'est sûr que je pense que c'est. Après, voilà, si aussi on a pensé à toi pour venir ici, c'est justement ce côté, où tu mélanges les deux, ou qui finalement parle aux gens, et puis ça nous permet de parler d'art et sciences. Et je pense que aussi d'une certaine manière, le fait d'utiliser l'art pour faire de la science et inversement, ou parler de science, ça permet aussi de lever des barrières
qui peuvent exister Mm. par rapport au domaine scientifique. Que les gens ils se disent ah en fait on peut faire des trucs fun. Enfin tout n'est pas hyper strict. Je regrettise les mêmes termes, mais c'est vrai que je pense que c'est finalement c'est ce que tu disais au début. Toi t'es allé vers la recherche parce que tu avais cette liberté là dans les choix des sujets. Enfin en tout cas dans ton domaine. Ça permet aussi de donner une autre image des sciences, je pense, mais elles sont multiples, je pense mais surtout notamment ce qu'on peut appeler les sciences dures, parce que j'aime pas trop de faire la différence entre les deux, mais plus sciences exactes, on va dire. Mais parce que puis bon, le parcours a l'air quand même difficile, il faut vraiment aimer les maths, je pense. Ça va encore parce que je pense que c'est plus rude pour ceux qui sont vraiment en thèse de mathématiques parce que là, c'est des trucs ultra abstraits. Et même moi, quand il me parle, c'est très fondamental, quoi. Ouais, ça. Il n'y a aucune implication, alors que toi, il y a une application. Oui, voilà. Au moins, ça a permis de ramener le truc. Faut que j'arrête. Faut pas que je dise ça, alors que moi-même, je répète tout le temps que non, il y a des applications. Oui, c'est pas facile. Mais il y a des applications aux mathématiques, vous inquiétez pas, pour les gens qui... Oui, mais disons que l'application, elle est plus loin et quand on fait la recherche, on ne s'intéresse pas à l'application, on s'intéresse juste à la théorie. Oui. Que là, du coup, j'avais la théorie et une pratique. Et du coup, ça rendait la chose plus facilement abordable pour les personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine. Mais au début de cette thèse, un élément qui me faisait un peu peur, c'est que pour ceux qui sont du domaine, est-ce qu'ils ne vont pas être réticents quand je vais leur dire, moi, je travaille là-dessus, mais je fais une application en art. Est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu fais c'est pas vraiment un sujet de recherche, ton truc. Et en fait, curieusement, pas du tout. Ça les a plutôt intrigués. Surtout au début, c'est OK, bon, pourquoi pas. On va voir comment ça évolue. Et puis, le jour de ma soutenance, du coup, j'avais un jury un peu mélangé, et notamment 2 qui sont vraiment dans mon domaine de recherche. Alors, pas spécifiquement le mien, mais qui sont vraiment dans cet aspect-là. Et finalement, ils ont été ultra curieux de cet aspect explicatif à la performance interactive. Et ils m'ont posé plein de questions dessus, mais vraiment par curiosité, pour comprendre vraiment comment ça s'appliquait concrètement, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que ça permettait. Et du coup, je vois que ça a vraiment lié les 2 communautés, et du coup, c'est cool. Ouais, ça, c'est chouette. Et du coup... ce que tu as étudié, ton sujet de recherche, est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié ailleurs ou vraiment c'est très spécifique, ou ça se développe? Qu'est-ce qu'on en est aujourd'hui sur... On a quand même un domaine, donc il y a un domaine de recherche qui s'appelle l'informatique musicale, où là, on a quand même l'aspect donc informatique programmation, là pour le coup. Pour moi, c'est pas forcément le cas. Avec des applications sur la musique, donc pas forcément que de la musique assistée par ordinateur, ça peut être aussi de la musique dite savante, ou avoir vraiment des travaux par exemple sur des partitions vraiment traditionnelles. Le live coding en fait est issu de la communauté de l'informatique musicale. D'accord. Parce que en fait, le live coding c'est né dans les sphères académiques. Ok. Et donc il y a quand même, en tout cas de ma connaissance, il y a ce champ-là de recherche qui mêle sciences et art. Mais les sciences en plus mathématiques, d'automatique dans mon cas, avec art, là, il y en a moins. Moi, je n'ai pas rencontré d'autres doctorants qui s'intéressaient comme moi. Donc, on n'est pas beaucoup. Ça veut dire que le sujet était quand même assez unique. Mais en même temps, il était quand même un peu glissant dans le sens, en tout cas quand on est en thèse, c'est pas évident parce qu'on attend au bout de 3 ans des résultats scientifiques et il y a une certaine exigence demandée. Et du coup là, se rajouter l'aspect artistique où on veut quand même amener le truc au bout, pas que ce soit juste décoratif et il faut le justifier, c'était dangereux. Mais on s'en est sorti. Yes. Donc du coup là, si tu vas poursuivre ton idée, c'est de poursuivre dans la recherche. Ouais. Donc ton idée, c'est quand même de proposer des sujets de recherche, enfin potentiellement pas que sur 3 ans, puisque du coup comme ça t'as un peu plus le temps pour développer ton projet. Toujours dans ce domaine-là, toujours avec cette application-là. Toujours, ouais. Alors j'ai moins besoin de vraiment justifier les 2, parce que là du coup je suis plus libre, donc j'ai pas 3 ans comme lui, donc je peux d'un côté pousser plus loin le côté mathématique, programmation, et de l'autre côté continuer mon développement artistique et d'en faire aussi des propositions à la sphère académique. Mais oui, je vais continuer à faire les 2 et moi, dans ma pratique, utiliser l'un pour nourrir l'autre, quoi. Ouais. On te le souhaite en tout cas à ce niveau-là.
Du coup, là, pour ceux qui nous écoutent, on parle de live coding depuis tout à l'heure. On va rentrer un peu plus dans le vif de ce sujet-là, parce qu'on va parler vraiment du côté recherche avec les automates. Mais du coup, c'est ce que je disais au début, c'est que tu es aussi artiste, même si tu as encore du mal à te dire artiste. Je ne fais que répéter ce que mon invité m'a dit. Je vais juste faire un petit réglage. Léger réglage. Du coup, est-ce que tu peux... Tu nous as dit que le live coding était issu du monde académique, de la musique... Alors, l'informatique musicale. Ouais. C'est ça, l'informatique musicale. D'abord, comment est-ce que tu as découvert ça, en fait? Tu nous as dit que donc c'est à Polytech. Comment est-ce que tu l'as découvert et qu'est-ce qui... Bon, tu nous l'as un peu expliqué, tu vas sans doute te répéter, mais qu'est-ce qui t'a attiré, en fait, dans cet art-là? Voilà. Et après, nous expliquer aussi, évidemment. Je poserai toutes mes questions. N'hésitez pas, vous aussi, ceux qui nous regardent, posez vos petites questions à Bérangère dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre, évidemment. Évidemment. Eh bien, comment j'ai découvert le live coding? Eh bien, pendant mon parcours d'ingénieur à Polytech Angers, un groupe de professeurs proposait, à la place du sport, un atelier qui s'appelait du coup Atelier NaN, NaN pour Not a Number, donc une référence à l'informatique, donc c'est une erreur courante en informatique, où l'idée c'était de travailler avec les étudiants de l'école supérieure d'art et de design Talm d'Angers pour réaliser des projets où l'idée était d'utiliser des méthodes et des outils d'ingénierie pour répondre à une problématique artistique. Et l'année où moi j'ai commencé cet atelier-là, parce que je l'ai fait plusieurs années de suite, les fondateurs, les encadrants de l'atelier commençaient à s'intéresser à la pratique du live coding. En fait, c'est eux qui avaient vu ça et qui se sont dit « Tiens, ça correspond bien à ce que nous, on veut faire dans l'atelier. Du coup, on va essayer de s'y mettre. » Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le live coding. On avait commencé avec une technologie, puis l'année d'après, on a poursuivi avec une autre. On a progressé en même temps qu'eux, finalement. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai un peu pratiqué le live coding. Ce qui m'a attirée dans cette pratique, en fait, c'est pas tant le live coding lui-même. Ouais. Parce que oui, j'aime bien le live coding, mais je suis pas un live codeur. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'était... En fait, ce que j'ai vu dans le live coding, c'est le potentiel pour, en tant qu'outil, pour justement faire ce que moi, je voulais faire d'un point de vue artistique. C'est-à-dire de travailler autour du geste, le geste physique. Parce que dans la musique assistée par ordinateur, finalement, on s'est un petit peu... Alors, c'est très grossier tout ce que je veux dire, hein, mais on s'est un petit peu dissocié de ce geste du musicien à son instrument. Ouais. Parce que moi, ce qui me fascine quand on regarde un concert, quand on regarde les musiciens, c'est qu'il y a toujours cette transe, parfois très physique, très mouvementée. Ah oui, oui. Certains, ils parcourent l'entièreté de la scène. Qui descendent même dans la foule. Ouais, c'est ça. Mais il y a toujours cette transe-là et ce rapport. Et même, je trouve qu'au niveau humain, quand on essaye un instrument, qu'on fait un geste, qu'on entend directement le son, je sais pas, il y a une sorte d'électrochoc qui se produit et une espèce de communion, de symbiose. Puis ça attire notre attention aussi. C'est ça, et ça donne envie d'aller plus loin, de tester, etc. Et en musique assistée par ordinateur, je dis pas que ce rapport-là, il n'existe pas, parce que c'est pas vrai, il y a quand même ce rapport. Les DJ, ils sont... Mais c'est juste qu'il est différent. Il est peut-être... il est moins visuel, en fait, pour le spectateur. Oui, mais derrière, on rajoute aussi beaucoup de visuels. Voilà, du coup, on rajoute du visuel pour quand même attirer le spectateur, mais même si on peut toujours ressentir cette transe-là en appuyant sur notre clavier MIDI et faire la musique, du point de vue du spectateur, on est un peu plus distant par rapport à ça. Ouais. On voit moins en fait ce qui se passe. En fait, on voit moins cette transe. Même pas obligé de regarder, dans le sens où quand tu vas voir un concert, un DJ set, t'es même pas obligé de regarder la personne qui joue sur scène. Il n'y a pas cette fascination en fait du spectateur pour ce musicien. Oui. Alors que quand il y a un groupe sur scène ou un musicien, on va être devant pour voir ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Et du coup,
j'avais eu envie de travailler sur ça, en fait, d'essayer de permettre, en faisant de la musique assistée par ordinateur, de permettre de réavoir ce geste vraiment physique, visuel pour le spectateur, et vraiment, en fait, faire une performance autour de ce geste-là, tout en restant sur des musiques assistées par ordinateur. Parce que ce qui m'a vraiment plu dans le live coding, c'est son côté accessible. Parce qu'en fait, le live coding, il n'y a pas besoin d'avoir fait du solfège ou des études en musique, ou même de savoir faire de la musique. Je ne sais pas faire de la musique. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas musicienne. Tout le monde me pose la question quand je dis que je fais une thèse dans la musique. Il faut, ah, mais du coup, tu sais jouer d'instruments ou tu sais faire de la musique? Non, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire quelque chose d'harmonieux. Mais le live coding permet, malgré ça, de pouvoir quand même faire une mélodie, de faire une association de mélodies, de notes, et de travailler sans vraiment comprendre ce que tu fais, mais en fait, c'est basé sur l'expérimentation. Tester, et t'écoutes ce que ça fait, et tu fais « Ah, c'est pas terrible », du coup, tu reviens en arrière, ou tu vas pousser plus loin. Et c'est vraiment sur cette pratique d'expérimentation. Et ça, c'est aussi une pratique, du coup, ça utilise l'informatique, j'expliquerai après. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être développeur pour pouvoir faire du live coding, parce que dans l'atelier NAN, justement, les étudiants des Beaux-Arts qui n'ont jamais fait de programmation, ils s'en sortent très bien, ils s'en sortent même merveilleusement bien. Et du coup, c'est ça en fait qui m'a plu. C'est ce côté accessible, je me dis c'est un bon outil pour moi qui ne sait pas faire de la musique, qui sait coder à peu près, pour pouvoir faire artistiquement ce que je veux. Et c'est pour ça que je l'utilise comme outil, mais vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique interactive, justement, d'y ajouter ces capteurs pour pouvoir capter ces gestes et travailler autour de la performance de ces gestes. D'accord. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire. Tu peux pas dire que tu n'es pas une artiste maintenant, parce que vraiment, même juste dans la manière dont tu as essayé de pousser le truc plus loin que juste en fait, le fait de coder, en fait, cette volonté de redonner comment dire, de rendre vivant le live coding, c'est un peu ça l'idée en fait. Pour moi, c'est une démarche artistique de ouf, quoi. C'est de la recherche artistique. C'est de la recherche. Mais oui, mais finalement, les artistes font de la recherche. Ils ont une démarche de recherche. Donc c'est pour ça que c'est pas les deux domaines sont pas si éloignés que ça. Bah non, parce que ça reste de la recherche. Bah de toute façon, et de l'expérimentation. Si tu prends des artistes qui vont en résidence, ils font une recherche artistique. Donc en fait, c'est la même démarche. Peut-être sur un temps moins long ou quoi que ce soit, mais finalement, tous les artistes font de la recherche, ils n'ont pas trop le choix. Trop bien. Et du coup, là, maintenant, tu nous as expliqué un peu comment est-ce que comment t'en es arrivé là, qu'est-ce qui t'a atterri, qu'est-ce que tu veux en faire. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi le live coding? Oui, il faut bien en parler à un moment donné, d'expliquer un peu ce que c'est. On en parle depuis tout à l'heure en fait, mais là, il faut concrètement, qu'est-ce que c'est quoi? Déjà, pour être exact, quand je parle de live coding sur ma pratique, c'est un peu un abus de langage. Parce que le live coding, textuellement, c'est plus large que ça. En fait, le live coding, c'est le fait de faire de la programmation informatique en montrant ton écran aux gens. Ouais. Et en fait, c'est basé sur ce qu'on appelle la programmation à la volée. Alors, pour expliquer ce que c'est la programmation à la volée, sans rentrer trop dans les détails, c'est-à-dire, en temps normal, quand tu fais de la programmation, tu écris tout ton code, tu exécutes l'entièreté du code, ça va faire un rendu. La programmation à la volée, tu écris une ligne, tu l'exécutes, ça va faire le rendu selon cette ligne. Tu écris une autre ligne, tu l'exécutes, ça va faire le rendu selon la ligne précédente et la nouvelle. Et en fait, tu alimentes ton code source comme ça en exécutant à la volée ton code. Ça va faire des boucles un peu en fait. Ouais, en fait, c'est juste que il se met à jour en fonction de ce que tu exécutes. Et en fait, tu n'as pas besoin d'arrêter l'exécution pour changer ton code. Il continue à être exécuté et tu le changes en même temps. Et c'est que quand tu exécutes qu'il va prendre en considération la modification que tu as fait. Ok. Grosso modo, c'est ça. C'est un peu... parce que techniquement, c'est quand même assez élaboré derrière, c'est compliqué. Mais à la base, le live coding n'impliquait pas de la génération sonore. C'était même plutôt une pratique pour de la pédagogie sur la programmation. Mais quand ça a commencé à émerger, justement, la sphère de l'informatique musicale et autres se sont dit, tiens, on pourrait en faire quelque chose. Et c'est là où, c'est début des années 2000 à peu près, qu'il y a eu les premiers papiers académiques sur le live coding musical. Mais du coup, quand nous, on parle de live coding, en fait, on sous-entend le live coding musical. D'accord, oui, parce qu'il y a c'est une pratique qui est beaucoup plus large, en fait. Qui est plus large, ouais. D'accord. Et moi, j'ai des anciens camarades de promo qui ont fait du live coding dans leur entreprise, mais du coup, eux, c'est vraiment du code pour du développement, quoi. Il n'y a pas la notion musique. Et du coup, le fait de faire...
de faire une ligne de code, de l'exécuter, de rajouter, etc. Quel est l'intérêt en fait de faire du live coding? Pourquoi est-ce qu'on fait ça au fur et à mesure? Pour l'aspect musical ou de manière En générale? général. En fait, de manière générale, je peux pas répondre justement à ça, mais je pense que d'un point de vue pédagogique, c'est intéressant parce que tu fais une ligne, tu exécutes, tu as le rendu. Et du coup, en tant qu'élève, tu vois tout de suite, OK, cette ligne-là a fait ça. Et quand tu fais une nouvelle ligne ou que tu fais une modification, tu vois direct le changement. D'accord. Parce que tu n'as pas besoin de tout réexécuter. Du coup, c'est moins laborieux, en fait. C'est beaucoup plus dynamique d'un point de vue pédagogique. Après, dans les entreprises, en tout cas, moi, dans le cas de ma camarade qui l'avait appliqué, qui en avait fait, c'était dans le cadre d'un atelier, justement, d'une formation. Et du coup, ils codaient tous ensemble et ça permettait de montrer et de voir vraiment le rapport entre ta ligne de code et le rendu. Et du coup, en termes de rendu, ça peut être n'importe quel rendu en fait. Oui, ça peut être visuel, ça peut être, c'est de la programmation au sens large, quoi. Donc un algorithme, il peut faire plein de choses. D'accord. Et le code, ça peut être n'importe quel langage en fait. Ou il y a des langages spécifiques qui sont plutôt utilisés. Alors, pour le live coding général, je sais pas. Le Python est très approprié à ça. Ouais. Nous, notamment dans le live coding musical, il y a beaucoup de langages qui se basent sur du Python. Enfin, beaucoup. Il y en a certains qui se basent sur du Python. Je sais pas si tous les langages de programmation pourraient permettre de faire du live coding. Je suis pas assez calée en informatique pour dire ça. Mais je sais qu'il y a des outils qui se basent sur du Java ou JavaScript. JavaScript, je pense qu'il est bien adapté pour faire ça. Mais je pourrais pas appeler plus loin sur cet aspect-là. Et donc, en termes de live coding musical, tu disais que tout le monde pouvait s'y mettre, que il n'y avait pas de barrière en termes de si tu sais pas programmer, tu peux le faire. Pourquoi en fait finalement c'est simple, c'est facile d'accès et pourquoi c'est... Parce que la communauté du live coding musical est très attachée à cet aspect-là. En fait, c'est le côté accessible. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, et puis il y a des outils qui sont moins accessibles que d'autres. Disons que c'est beaucoup plus... comment dire ? En programmation, on va avoir ce qu'on appelle les langages bas niveau. Donc, il y a des langages qui sont très proches du langage machine et des langages haut niveau qui sont du coup plus proches du langage humain. Et donc, plus c'est haut niveau, plus c'est facile de compréhension pour nous, les humains. Et notamment pour ceux qui ne sont pas issus de l'informatique, parce que souvent, quand tu utilises des outils, ça va être dans le nom de l'outil ça te dit ce que ça fait, en fait. Et du coup, dans beaucoup de langages pour le live coding, en fait, le langage, il est simplifié et il est haut niveau, genre très abstrait, et du coup, c'est assez intuitif, en fait, de comprendre ce que ça fait. Et il n'y a pas la sémantique, les règles de sémantique du langage est beaucoup plus souple, et du coup... parce que quand tu es bas niveau, souvent la sémantique est très stricte et du coup, la moindre petite erreur fait que ça ne fonctionne pas. Bugger, quoi. Ça fait tout bugger. Alors que quand tu es haut niveau, notamment avec le Python, justement, c'est fait pour être assez permissif et du coup, c'est beaucoup plus facile à prendre en main. D'accord. Et le Python, par exemple, c'est souvent utilisé pour apprendre les bases de la programmation Ouais, maintenant, c'est pas mal utilisé pour commencer. Après, suivant les écoles, c'est pas forcément apprécié parce que du coup, vu que c'est très permissif, tu fais des erreurs, mais il te le dit pas. Et après, quand tu passes à du bas niveau, là, tu fais non, c'est plus compliqué la programmation. Mais oui, c'est souvent maintenant, c'est pas mal utilisé. En lycée, maintenant, il y a des options qui permettent de commencer un peu la programmation et souvent, c'est du Python qui font parce que ça nécessite d'introduire moins de notions pour commencer la programmation. D'accord. Donc, s'il y en a qui veulent s'y mettre, c'est possible. J'ai mis le lien dans le chat du site de Live Coding dessus. Pauline qui demande si c'est faisable avec des logiciels classiques comme Scratch. Bonne question. Je sais que, alors, en général, pour faire du live coding, il faut utiliser des outils qui ont été développés dans ce sens-là. Aussi des langages qui ont été développés dans ce sens-là. Donc, il en existe plein. Il y en a une quantité mirobolante. Et il y a des outils qui permettent de programmer de manière graphique, un peu comme Scratch de mémoire. C'est de la programmation graphique, c'est avec des blocs, si je me rappelle bien.
Faut qu'elle nous dise parce que moi, je n'y connais rien du tout. Et du coup, Enfin, pas ça, en tout cas. il existe des outils pour le live coding où justement, c'est de la programmation par bloc. Ok. Et du coup, il n'y a pas besoin de rentrer de lignes de code. C'est juste manipuler des blocs, des entrées et des sorties. D'accord. Donc, depuis Scratch, je ne suis pas sûre que ce soit possible. Mais il existe des outils similaires à Scratch qui s'utilisent un peu de la même manière. Elle dit que oui, c'est ça, c'est par bloc. Ouais, Oui, moi, le seul système le seul langage que je connais, c'est HTML et CSS parce que voilà, j'ai fait des sites web. Et c'est ça, tout. les sites web. Voilà, c'est le truc. Et déjà, ça me prenait vachement la tête. Et pourtant, je trouve que, en fait, c'est frustrant parce que ça prend la tête parce que faut apprendre un langage et j'ai des bases, hein, mais je suis capable d'aller sur un code de site web et je comprends ce qui est écrit. Mais je trouve que c'est... Finalement, quand tu t'y intéresses vraiment, je comprends les gens qui aiment progrès parce qu'il y a quand même une liberté de créativité avec le code. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire tellement de choses. Et quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne, franchement, ça doit être hyper agréable, quoi. De pouvoir se dire... moi, je suis très visuelle, donc forcément, quand je crée quelque chose, ça va être assez visuel. Mais du coup, de se dire, oh, j'ai tapé cette ligne de code et j'ai pu faire ça, et ça va me donner ça visuellement, si on prend le site web, par exemple. Je trouve ça génial et c'est trop bien. Mais faut être vraiment... comment dire, faut aimer ça, quoi. Je pense que... Oui. Comme beaucoup de choses, faut aimer ça. Ouais, je pense qu'il faut vraiment aimer ça. J'avais des... En master, hein, j'avais des gens qui ont fini par faire développeur. En tout cas, qui travaillent dans des agences web, mais... j'aime bien imaginer, mais j'aime pas faire, quoi. Et puis l'informatique, c'est très vaste. C'est vrai que souvent, on y associe le développement web. Ouais. Mais en fait, c'est juste un aspect de l'informatique. Et moi, je connais beaucoup d'informaticiens, des informaticiens qui n'aiment pas le développement web. J'en fais partie. Je déteste ça. Alors que j'adore programmer. Mais en fait, c'est très vaste, l'informatique. Ça veut tout et rien dire. Ouais. Et du coup... programmer, il y a plein de manières de programmer pour des résultats, pour des objectifs différents. Le développement web en est un, mais il y a de la gestion de database, de bases de données, pardon, il y a du réseau. Et c'est très vaste. Et du coup, il faut arrêter quand quelqu'un vous dit qu'il est informaticien, lui demander de réparer votre PC parce que c'est pas forcément ce qu'il adore faire dans sa vie. Je pense qu'il faut plutôt un technicien pour ça. Déjà. Et puis, et donc non, on ne sait pas forcément tout débugger. Oui, puis surtout quand, tu vois, par exemple, si on parle d'ordinateur en eux-mêmes, moi, je suis pas informaticienne, mais je comprends comment fonctionne un ordinateur et je suis capable de trouver des solutions à un problème informatique. Et pourtant, je suis pas informaticienne, donc je pense pas qu'il y ait vraiment... je veux dire, tout le monde va avoir besoin d'eux. Par contre, pour des questions un peu plus techniques, on parlait tout à l'heure de connexion Internet et de connexion à des réseaux. Oui. Là, par exemple, je suis bien contente qu'ils existent. Mais c'est des techniciens, en fait. Oui, et puis... pas que de l'informatique. Et puis, il y a tellement de formes. Oui, un technicien, pour moi, informatique. Ça fait mais dans une université, il va y avoir des techniciens en informatique qui ne vont pas pouvoir forcément faire un site web, quoi, par exemple. Oui, c'est ça. Genre un site web ou même une application sur téléphone, c'est très spécifique. Oui, c'est pas la même chose non plus. Ouais. Je déteste ça aussi. Oui, puis en plus, en fonction du téléphone, c'est lequel du système. Mais du coup, il y a développé des applications, mais il y a aussi... il y a plein d'aspects différents à l'informatique. Et c'est pas parce que tu en aimes un que tu aimes les autres. Ouais, mais c'est bien, ça permet aussi de voir un peu... Parce que peut-être qu'il y a des trucs que j'aimerais bien en informatique que j'ai pas du tout aimé quand j'en ai fait, notamment faire des sites web. Je préfère les commander, payer des gens pour le faire à ma place. Ouais, c'est vrai. C'est bien, il y a des gens qui savent très bien le faire. Du coup, tu as parlé de l'atelier NAL. J'ai des petites photos pour montrer aux gens un peu à quoi ça ressemble. Parce que du coup, vous faites il y a les étudiants en fait qui participent à cet atelier-là. Ils font des représentations. Oui, ils font des représentations. Ils en font plusieurs dans l'année. Notamment, souvent, ils font une date vraiment de live coding pur, entre guillemets. Donc, c'est vraiment une performance de live coding dans le cadre du Musée des Beaux-Arts. Yes. Et on a depuis, ça fait 3-4 ans, je ne sais plus, où on fait un concert au Shabada, où là, on fait du live coding interactif plus. Alors, les premières années, on mélangeait, on faisait du live coding et du live coding interactif. Maintenant, on fait essentiellement du live coding interactif, donc plutôt des choses centrées sur mes pratiques à moi. Et du coup, ça a été un super terrain de jeu pour moi pendant mes 3 ans de thèse, parce que j'ai pu tester tout ce que je faisais pendant un concert au Shabada, donc c'est quand même super cool.
Du coup, quand tu parles donc de live coding interactif, c'est quoi les outils que tu vas utiliser? Comment est-ce que tu développes tout ça en fait? Mm. Tu parlais du mouvement, donc Ouais. qu'est-ce que tu vas C'est vrai que j'ai pas trop parlé de ça. En fait, moi, dans ma pratique, je développe pour chaque intention artistique. Donc, du coup, je vais identifier un geste ou un élément sur lequel je vais travailler. Et je vais construire ce que j'appelle une interface physique, c'est-à-dire un système physique composé d'un ensemble de capteurs et d'une petite carte, souvent un microcontrôleur, qui va permettre de capter les mesures des capteurs en temps réel et de les envoyer à mon ordinateur. Et sur mon ordinateur, je vais concevoir ma partition musicale sous la forme d'un automate qui va dire si je reçois telle mesure de capteur, je vais rentrer dans cet état-là. Du coup, je vais jouer telle ligne de code de live coding et du coup, ça va les exécuter s'il se passe l'événement et ça va faire le rendu sonore. Et du coup, à chaque fois, en écoutant les événements des capteurs, enfin les événements associés au capteur, ça va faire évoluer selon ma partition musicale que j'ai rentrée les lignes de code que j'ai également implémenté en amont et donc ça va le jouer en live juste après en jouant avec les capteurs. Donc à la fois tu as de la programmation en amont pour qui va dire s'il y a tel mouvement il faut que ça réagisse comme ça, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Et à la fois il y a du direct avec toi qui adapte. Exactement, il y a toute une phase en amont où je fais la programmation pour la réponse entre les capteurs et le rendu sonore, mais aussi une phase de conception parce qu'il y a les câblages à faire, le choix des capteurs, faire quelque chose d'un peu plus propre pour faire un support. Parce qu'il y a aussi un travail sur l'objet, en fait, parce que c'est la scénographie, en fait, travailler la scénographie. Oui, d'où le fait de travailler notamment avec le... Oui, avec les Beaux-Arts. Avec les Beaux-Arts, oui. Et après, donc tout ça, c'est fait en amont. Et après, pendant la performance, j'active tout ça. Et après, je suis seule avec mon outil et j'active mes capteurs et ça va jouer. Mais ce qui est super cool, c'est que ça peut être moi, mais en fait, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un du public qui ne sait pas, qui ne connaît pas en fait les réponses sonores aux actions et qui va devoir expérimenter pendant la performance, dire si je fais ça, ça fait quoi? Du coup, toi, tu fais tout le temps appel à quelqu'un du public quand tu fais tes performances? Pas toujours. Pas toujours? Non. Au début, non, c'était moi parce que du coup, j'étais en train de développer mon outil pour faire ça. Et du coup, c'était pas forcément robuste, donc il fallait rester un peu dans les clous, machin. Et c'est c'est en 2024 que là, pour le concert donc éco-numérique au Shabada 2024, et bien là, on a voulu amener le public à venir jouer avec nous. Donc là, il y a quelqu'un du public qui a joué avec mes interfaces. Et il y avait d'autres qui avec nous, donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont fait venir quelqu'un du public? Souvent, on était par deux. Une personne qui était de l'atelier pour pouvoir expliquer à la personne... pas tout expliquer, mais je dis ok, tu peux faire ça, comment ça fonctionne pour pas qu'il soit totalement perdu devant. Et une personne publique, mais généralement, nous on était là juste en tant que soutien pour rassurer aussi la personne. Mais on laissait au maximum faire la personne du public pour qu'elle puisse jouer avec. D'accord. Et du coup, là, dans les photos, dans les images, je sais pas s'il y en a qui ont vu, il y avait un jeu d'échecs, tu vois, il y avait plusieurs formes en fait. Donc là, j'imagine qu'ils devaient placer les pions et donc en fonction de comment ils plaçaient, ça faisait... Alors là, c'était un travail avec du coup 2 étudiants de l'ESA de Talmanger qui voulaient sonoriser une partie d'échecs apparemment très célèbre. Moi, je ne m'y connais pas en échecs. Ah, ça doit être une des... Oui, d'accord, voilà. avec les génies, les grandes masters. Ouais, c'est ça, les grands des masters. échecs. Et bref, c'est apparemment une partie qui est assez célèbre parce qu'elle se termine sur un ex-aequo. Oui, je crois, j'en ai déjà entendu parler de celle-là. Et du coup, en fait, ils ont repris toute la partie d'échecs, donc tous les coups les uns après les autres. Et ils ont associé à chaque coup une réponse sonore. Et moi, en fait, je leur ai permis de réaliser ça. Donc, j'ai fait la programmation pour associer les deux. On a travaillé ensemble avec les AD Talmanger, donc avec leur Fab Lab, pour concevoir les chéquiers connectés. D'accord. Et du coup, en effet, quand ils déplaçaient la bonne pièce, ça faisait évoluer le rendu sonore comme ils le souhaitaient. Ok, donc ils ont créé à la fois une partition et en fonction... c'est génial. En vrai. Mais l'interface physique, qui est du coup le plateau d'échecs, peut permettre de faire un rendu totalement différent, avec des règles différentes. On peut l'utiliser pour, plutôt que faire absolument cette succession de coups qui est issue de cette partie d'échecs,
dire si je pose un pion là, ça fait ça, mais si j'en pose un là, ça fait ça. Ou même dire si j'en ai un là et un là, ça va avoir tel rendu. Mais si en fait l'autre il est pas là, en fait c'est libre. On fait ce que tu veux. Et du coup, juste les sons qui sortent, est-ce que du coup c'est des accords, c'est des notes? Ça je vais pas expliquer. Comment vous définissez ça? En fait, en live coding, souvent, sauf exception près, on travaille avec des boucles sonores. C'est-à-dire qu'avec une ligne de code, tu vas créer ta boucle sonore. Donc, boucle parce qu'elle va se répéter. Où tu vas lui donner un instrument, donc un synthé, une succession de notes, une succession de durée. Tu peux lui donner une octave, même une séquence d'octaves. Ça peut changer d'octave à chaque note. Tu vas lui donner aussi une amplitude. Tu peux lui mettre des effets aussi, genre de l'écho, du stutter, donc du bégaiement. Enfin, tu peux faire plein de choses. Tout ça assez déjà similaire à la musique assistée par ordinateur traditionnel. Mais en fait, ça va être associé à une boucle sonore. Et après, en live coding, quand tu fais du live coding pur, entre guillemets, et tu vas faire plusieurs boucles sonores. Et puis après, pendant qu'elle joue, tu vas modifier. Là, en fait, je vais changer la séquence de notes ou j'ai changé l'octave. Et du coup, tu joues comme ça avec cette superposition de boucles sonores. Tu peux décider, ok, j'en ai 4. À un moment donné, je vais en arrêter une. Je vais rester avec 3. Et puis, enfin, voilà. En fait, tu joues avec des boucles sonores. D'accord. Plutôt que des notes. Et du coup, là, la partition musicale, elle est plutôt... La structure est plutôt basée sur les boucles sonores que sur les notes. Et ça, il y a une espèce de bibliothèque de boucles et les gens choisissent ou... Non, c'est à toi de construire ta boucle. En fait, tu as ta boucle, tous les paramètres. Et après, chaque paramètre, tu y mets la valeur que tu veux. Tu as un ensemble. Mais du coup, la variété, elle est vaste, quoi. Oui, de toute façon, comme en musique, c'est ça. Tu prends ta gamme de base, mais en fait, tu as plein de gammes, tu as des accords. Je crois que c'est des millions. On parlait des maths tout à l'heure avec la programmation, mais en fait, la musique, c'est pareil. En fait, c'est des millions de combinaisons. C'est des maths. En fait, c'est des maths. Mais la musique, c'est des maths. Pour avoir fait du solfège, c'est une des choses qu'on nous a dit. Ouais, c'est comme les mathématiques, en fait, c'est infini, quoi. Et en fait, même si aujourd'hui, il y a parfois des sons qu'on retrouve, etc., ensemble des choses, en fait, si on voulait, on pourrait expérimenter, on peut expérimenter, il y aura toujours des nouvelles choses, tout en s'inspirant de ce qui existe déjà. De toute façon, c'est toujours on s'inspire toujours de ce qui existe déjà pour produire de nouveau. Et j'imagine que finalement, les étudiants ou toi, vous vous inspirez aussi des choses que vous connaissez. Ouais, beaucoup. En fait, il y a un peu différentes pratiques. Souvent, on mélange un peu les deux. Soit on a entendu quelque chose et on fait « Ah, c'est pas mal ça !» et du coup, on essaye de le reproduire. Ouais. Soit... alors, ils sont pas aux antipodes, les deux. Tu mélanges souvent les deux. Souvent, ce qui se passe, c'est... Tu commences, tu fais ta boucle, mais tu mets un instrument, puis tu mets d'abord une ou deux notes. Puis tu dis « Ah, c'est pas mal, mais qu'est-ce que ça fait si je rajoute une troisième note qui va être plus haute ?» Ah, ok, c'est pas mal. Et si ça fait quoi si, plutôt que les jouer sur un temps chacune, je les joue sur un demi-temps chacune? Et en fait, au fur et à mesure, comme ça, tu changes, tu fais « Ah, c'est pas mal ça, mais je peux peut-être faire ça. Ou ah non, ça, je reviens en arrière. » Et du coup, au fur et à mesure, comme ça, c'est comme ça. En fait, c'est en tâtonnant, en expérimentant que tu vas construire ta boucle. Et au bout d'un moment, tu fais « Ah, ça a vraiment rendu pas mal. » Et du coup, là, tu dis « Ok, cette boucle, elle est cool. Du coup, je la garde dans ma base de données. » Et pendant ta performance, tu dis « Ah, cette boucle a été pas mal, je vais en jouer. » Et du coup, tu la reprends et tu fais des petites modifications dessus pour que ça fasse du changement pendant ta performance. Mais c'est souvent plus en tâtonnement, en expérimentation comme ça que tu fais. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de savoir faire de la musique, parce qu'en fait, c'est plus en expérimentant les possibilités de l'informatique qui te permet d'expérimenter les possibilités de la musique. Mais du coup, tu peux être à la fois quelqu'un qui kiffe l'informatique et qui veut se lancer là-dedans, et à la fois quelqu'un qui aime la musique et qui a envie de pousser le truc plus loin, en fait. Donc, t'as vraiment un peu... C'est pour ça que vraiment le partenariat il est hyper intéressant entre les deux écoles. J'imagine qu'il y a une espèce de rencontre d'étudiants aussi. Ouais, un peu, ouais. Qui ne se côtoient pas forcément, en fait, qui n'ont pas du tout non plus... Ouais, déjà. Et puis, ce qui est cool avec l'atelier LAN, c'est que l'univers école d'art et l'univers école d'ingénieur, c'est très différent. Oui, j'imagine. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de penser, pas du tout les mêmes façons de procéder, d'expérimenter. Et en effet, des étudiants issus d'école d'ingénieur, on va avoir un cadre assez strict. On a l'habitude que ce soit très strict. C'est comme ça, on fait comme ça. Dans les écoles d'art, on est plutôt poussé à voler ses propres ailes et de tester. Et les professeurs sont plutôt là pour dire « Ah, c'est pas mal, ça. » Et moi, je trouve ça fascinant. La rencontre entre les deux, parce que moi, en tant qu'élève qui était issue de l'école d'ingénieur,
j'ai découvert un autre monde, une autre façon d'apprendre, une autre façon d'expérimenter. Et je pense que c'est probablement la même chose du point de vue des étudiants des beaux-arts, parce que du coup, en école d'ingénieur, on apprend plein de compétences et de connaissances différentes, assez poussées, entre guillemets, sur des domaines d'ingénierie. Et du coup, ça alimente. Eux, ils disent « Ah, mais avec ça, je pourrais peut-être... En fait, souvent, les étudiants des beaux-arts, ils sont « J'aimerais faire ça, mais je sais pas comment faire. » Et nous, on est en mode « Bah, nous, en fait, on sait faire. » Mais on n'aurait pas eu la problématique, on n'aurait pas pensé à la problématique que eux ils ont pensé. Ouais, ça Parce qu'on n'a pas cette façon de penser. Et du coup, vraiment, les deux se complémentent. Mais ce qui est cool, et surtout ce que les encadrants de l'atelier voulaient éviter, c'est que l'un soit au service de l'autre. Oui, bien sûr. Et justement, je trouve qu'ils ont bien réussi, parce que c'est pas le cas. On voit des étudiants d'école d'ingénieurs qui vont... du coup, eux-mêmes avoir poussé leurs problématiques artistiques et faire leur réalisation avec les connaissances qu'ils ont, et du coup faire quelque chose de artistiquement très cool. Et inversement, on va avoir des étudiants d'école d'art qui vont pousser vont être motivés à apprendre la technique pour pouvoir répondre à leurs problématiques artistiques. Et du coup, je pense qu'on en ressort tous assez enrichis, donc c'est cool. Trop bien. Il y a une question. Penses-tu qu'il est possible de faire de la programmation en musique avec des enfants qui ne connaissent rien à la prog ? Alors, je sais qu'il existe un outil qui a été développé dans ce sens-là. Ça s'appelle SonicP. Donc, c'est un langage pour live coding qui a aussi son interface. Donc, c'est la programmation textuelle. Mais l'objectif des créateurs était justement de pouvoir faire de la vulgarisation auprès des enfants. Après, ça dépend du niveau des enfants. Je pense très jeune, ça peut être compliqué parce que ça reste quand même de la programmation textuelle. Mais si c'est collège-lycée, je pense que c'est déjà assez abordable, parce que c'est quand même assez simple, SonicP. Et c'est fait justement pour ça. C'est fait pour les enfants, pour vraiment une catégorie de personnes qui connaissent rien à la programmation et qui sont très néophytes. Ouais, ce serait intéressant de développer ça, parce que je pense que la question est en rapport au fait de faire des ateliers avec des enfants. De développer ça justement pour un peu, nous aussi, ici, élargir notre champ d'action et faire autre chose que des trucs... tu vois, tu nous parlais de faire la rencontre entre l'ingénierie et les arts d'une autre manière. Et du coup, cette question m'a fait que j'ai perdu dans mes... Ah oui, si, j'ai une question. Du coup, on parlait du Muséum Coding, qui est un des événements que vous faites avec l'atelier Nan. Ouais. Comment est-ce qu'ils choisissent les œuvres ? Enfin, toi, tu l'as déjà fait ou pas ? Alors non, je ne l'ai jamais fait personnellement. Je voulais le tenter cette année, mais en fait, je croule un peu sous le boulot. Du coup, j'ai fait, bon, on va se concentrer sur les trucs importants. Comment ça se passe finalement ? Parce que, on choisit une œuvre et après on écrit. Enfin, j'imagine que c'est vraiment une démarche très artistique aussi. C'est de l'art dans l'art. Ouais, c'est une démarche de création. En fait, ce qui se passe concrètement, c'est qu'en début d'année scolaire, dans les premières séances, on leur dit, on leur explique l'idée du Muséum Coding. On leur dit, voilà, vous allez au musée des Beaux-Arts, vous allez vous promener là-bas et vous choisissez une œuvre. Après, comment les étudiants choisissent leur œuvre, je pense que c'est par affinité. Quand tu te promènes dans les musées d'art comme ça, il y a toujours une œuvre qui te fait « Ah ouais !» qui te marque. Oui, moi j'en ai quelques-unes. Qui te marque ou qui t'interpelle, qui fait « Ah tiens !» ou qui te fait voyager, qui te fascine. En tout cas, qui réveille une émotion en toi. Et je pense que c'est comme ça qu'ils la choisissent. En tout cas, moi, ce serait comme ça que je la choisirais. Et après, une fois que tu as choisi ton œuvre, du coup, on décide de la date avec le musée. Et là, ils ont plus ou moins de temps pour travailler une partition musicale de live coding. Et les interprétations, elles sont toujours diverses et variées. Depuis qu'on a commencé, en tout cas, toutes celles que j'ai pu voir, il y a toujours eu des interprétations très différentes. Il y en a où c'est très, très mélodieux, très harmonieux, où c'est vraiment de la musique. Il y en a, c'est vraiment de l'expérimentation avec juste le travail du son, notamment beaucoup par exemple, de voix enregistrées et du coup d'effets sonores, d'ambiance en fait, plus de l'ambiance. Il y en a où tu sens que ça raconte une histoire. Tu vois vraiment qu'ils ont voulu
sonoriser la peinture ou la statue. Des fois, c'est des statues. Et des fois, tu sens pas forcément de lien direct entre le son et l'image, ce que tu observes, mais ça le fait quand même. Tu es quand même transporté, ils sont dans leur univers et tu vois que tu es dans l'univers du live coder. C'est vraiment varié en fait, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'objectif. Il y a juste, ils ont tant de temps de performance et ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Et en termes de retour du public, que ce soit sur les muséums coding ou sur les échos numériques que vous faites, j'ai mis les dates là pour les gens, vous laisser afficher. Comment les gens, est-ce que c'est déjà des gens qui connaissent ou est-ce que souvent c'est... Parce que je suis sur les images, notamment au musée, j'ai l'impression que c'est plus diversifié en termes de Ouais, public. musée, c'est assez diversifié. On a pas mal d'étudiants des beaux-arts qui sont pas forcément issus de l'atelier NAN qui viennent parce que avec la communication, parce qu'ils sont curieux ou parce qu'ils connaissent les étudiants qui font la performance et du coup ils viennent voir. Il y a des gens des fois de la famille, mais des fois il y a aussi des visiteurs qui sont là et du coup ils se font tiens, qu'est-ce qui se passe et ils s'arrêtent. On a un peu de tout. On a des gens qui connaissent la programmation, il y en a d'autres pas du tout. Il y en a qui connaissent un peu le live coding, d'autres pas du tout. C'est assez varié. On a plus ou moins de gens entre chaque date, ça varie beaucoup. Et en fait, dans la configuration du music coding, le public est tous face à l'œuvre. Et généralement, on met la personne qui joue dans le dos. Et on a quelques minutes de pédagogie sur l'œuvre, l'artiste, son travail, donc, qui est fait par une personne qui travaille au musée. C'est jamais la personne, elle tourne. Du coup, voilà, on a le droit à un petit cours sur l'œuvre. C'est super cool déjà. Et après vient le moment où notre étudiant en joue. Ouais. De mémoire, c'est pendant 15 minutes. Ok. Et nous, on reste devant l'œuvre à observer. Et ce qui est cool avec le museum coding, c'est que, en fait, tu apprends à t'arrêter devant une œuvre et à prendre le temps de la regarder. Parce qu'il me semble que le temps moyen devant une œuvre dans les musées, c'est de genre 1 seconde ou 0,2 secondes. Enfin, c'est très, très court. On passe en coup de vent, en fait, devant chaque œuvre. Souvent on passe. Et à part si vraiment l'œuvre, elle a capté notre attention, mais sinon, on est un peu en mode de... Voilà. Que là, du coup, comme il y a la musique, et que tu es assis devant, ça te force à vraiment l'observer, à regarder tout détail. Et puis des fois, tu te perds, tu regardes sans vraiment regarder, parce que tu es transporté par la musique. Et puis, il y a vraiment cette contemplation, en fait. Et c'est vraiment en tout cas, moi, à chaque fois, je le prends comme ça. C'est vraiment un voyage très différent à chaque fois. Et c'est cool. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, finalement, c'est... Bon, ici, par exemple, vous faites de la médiation scientifique, mais là, c'est à la fois de la médiation scientifique et à la fois de la médiation culturelle, où, c'est ce que... Alors, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même un médiateur ou une médiatrice culturelle qui explique au début, donne une petite info sur l'œuvre, etc. Enfin, voilà, ce qui peut se faire. Mais à chaque fois que tu vas dans un musée, tu n'as pas forcément quelqu'un. Donc, du coup, ça permet d'avoir aussi notre approche de la médiation, j'imagine. Même si, finalement, vous avez un rôle de médiateur aussi en poussant les gens à s'intéresser à une œuvre d'une autre manière que juste en payant ton entrée, puis en se baladant vite fait dans le musée, puis ah ouais, c'était sympa, j'ai aimé ce musée. Non, mais parce que c'est une vraie question aussi pour les musées, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre comment on fait pour valoriser les œuvres qui sont là. Parce qu'on a bon, là, ça pose une autre question. Je pense qu'en recherche, en sciences sociales, ils se sont posé cette question-là, en histoire de l'art notamment. Mais comment est-ce que nos musées sont faits ? Ils sont faits on expose des choses et parfois, c'est des objets qui pourraient être utilisés. Parfois, on expose tous ces tableaux-là. En fait, mais les tableaux, ils ont potentiellement été faits pour être admirés par quelqu'un qui l'a commandé. Maintenant, elle est publique et c'est génial. Mais comment on fait pour les mettre en valeur ? Et c'est un autre moyen de le faire, finalement. Non, ça permet en effet, de les mettre en valeur et d'offrir un temps de contemplation. Et en plus, souvent, ce qui est aussi bien, c'est qu'on laisse, une fois que l'étudiant a fait son interprétation, sa performance musicale, on lui laisse un petit temps pour
expliquer c'était quoi son intention, comment il a travaillé. Et ça aussi, c'est sympa parce que des fois, ils se sont renseignés sur l'œuvre et du coup, ils sont inspirés de vraiment ce que le peintre ou le sculpteur a fait. Et des fois, pas du tout. Et ils ont fait vraiment à partir de leur impression de l'œuvre. Et du coup, comme on a eu la médiation avant du côté de l'artiste, du coup, on voit vraiment que parfois, ça n'a pas engendré la même création. Et du coup, c'est cool. Ouais, c'est hyper subjectif, quoi. C'est vrai que là, le fait de ne pas se renseigner, ça fait que c'est toi qui vas chercher dans ta propre subjectivité ton interprétation de l'œuvre. Parce que finalement, chacun interprète comme il le veut, quoi. Même si, je pense que pour certaines œuvres, tu as des symboles importants. Et c'est pas mal d'avoir la médiation aussi. Mais c'est bien d'avoir les deux. Oui, c'est très bien d'avoir les deux. Très bien. Et du coup, voilà, ça fait 1h15 à peu près qu'on y est. Mais on était censé faire une démonstration. Mais vous savez, les aléas de l'informatique. Il y a eu des petits soucis. Des petits soucis, ça ne veut pas marcher. Il ne veut pas, il a décidé qu'il ne voulait pas aujourd'hui. Mais du coup, l'idée, c'est quand même que tu montres un peu ce que tu as fabriqué. Puisque du coup, c'est vraiment la fabrication. Parce que Bérangère avait fabriqué un... Attends, je vais montrer avec un autre système de caméra. Je montre un petit peu ça. Attends, hop. Ça devrait fonctionner. Ah oui, c'est parce que... Ce sont en Wi-Fi. Voilà. On va la retourner. Non, c'est bon, elle est bon. J'avais du mal. Ok. Donc... Je vais faire comme ça, je vais essayer de cadrer. Je transitionne. Ok. Donc, normalement, là, vous voyez. Donc là, en fait, c'était vraiment un peu brut de pomme sur une breadboard. Donc, on a différents capteurs. Je suis partie sur vraiment des capteurs très simples. Donc, on a des switches ici, donc des capteurs glissières, donc on-off. On a des boutons poussoirs et on a ce petit capteur qui est donc un capteur de distance en infrarouge. Donc, en mettant un objet au-dessus, comme là, la caméra, on peut détecter la distance à laquelle est cet objet. Avec ta main, par exemple? Ouais, avec ma main, je permets. J'ai tellement aimé entendre ça, du coup. Et ici, on a ce qu'on appelle un microcontrôleur. Donc là, c'est une carte ESP32. Ça se programme un peu comme une Arduino. Peut-être que Arduino, ça parle à plus de gens. Qui permet, du coup, j'ai mis des scotch pour être sûr que les fils ne sortent pas. Mais du coup, on a des fils qui sont reliés à tous les capteurs pour avoir les mesures de chaque entrée. Et ça envoie en Wi-Fi à mon ordinateur. C'est censé envoyer en Wi-Fi si on a des petits soucis. Du coup, en fait, à partir de ton ordinateur, je retransitionne dans le sens. Du coup, à partir de ton ordinateur, tu vois en fait le son. Enfin, du coup, l'idée c'était que normalement, je vais repasser en plein écran, mais il faut que je change ma caméra. Du coup, l'idée c'est qu'on a notre petit. Enfin, ça aurait été branché sur l'ordinateur, a été branché sur la table de mixage et on aurait envoyé le son pour qu'on puisse écouter. Et du coup, en fonction des retours que tu avais, tu pouvais. Voilà. Là, en fait, ma construction sonore, donc pareil, on peut faire tout ce qu'on veut, mais moi j'ai choisi de travailler avec 4 boucles sonores différentes. Mes switches permettaient de les sélectionner. Et quand j'en sélectionnais un, après, suivant sur quel bouton j'appuyais, ça a changé la séquence de notes que j'avais prédéfinie. Donc j'en avais 4 possibles. Enfin, 3 et une qui permettait d'arrêter. Donc ça permettait de ne pas avoir les quatre boucles en même temps tout le temps. Ça marche pas. J'essaye de vous montrer ça. Comme ça, on voit un peu les... Voilà, c'est le système D. Voilà. Donc les switches permettaient de sélectionner les boucles sonores. Les 4 boutons-là permettaient de sélectionner une séquence de notes. Donc chaque séquence de notes était différente suivant la boucle sonore. Et ce petit bouton-là permettait de changer aléatoirement parmi une liste de 4 synthés différents, de le changer en fait le synthé qui était en train de jouer. Donc ça permettait par exemple sur une boucle de do, ré, mi, fa, sol de pouvoir passer du piano au violon. Je schématise parce que c'est pas vraiment ça les synthés, mais même si on a le piano dans les synthés. Oui, oui, c'est un peu... Et le capteur de distance, lui, permettait sur la boucle sélectionnée de changer l'octave. Donc j'en avais 3 différentes. Donc j'en avais une grave, une milieu et une plus aiguë. Et du coup,
Ça permet, pendant la performance, de pouvoir avoir une composition différente parce que la matière fournie est assez vaste et du coup, je fais un peu ce que je veux et c'est surtout, en fait, l'idée, c'est de pousser à l'exploration sonore en sélectionnant une boucle, de tester cette séquence de notes avec cette octave-là et ce synthé-là. Ah, c'est pas mal, mais j'aime pas trop l'octave. Du coup, changer. Et du coup, une fois qu'on est satisfait, hop, on la verrouille, on passe à une autre. Et en jouant sur la superposition des boucles sonores, comme ça permet de travailler le rendu sonore en temps réel, de faire de la composition en live, en fait. En fait, vous finalement. créez vos propres instruments d'une certaine manière. C'est exactement ça, on crée nos propres instruments, mais qui du coup avec ces outils-là nous permettent de prendre des formes très différentes, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'échiquier. Donc on peut faire des instruments très différents qui travaillent sur des gestes très différents. Mais on peut aussi faire sur le principe d'un jeu vidéo. Genre, par exemple, un personnage qui se déplace dans un labyrinthe, soit suivant les déplacements qu'il fait, gauche, droite, ou devant ou arrière, soit selon les positions qu'il atteint, ça va faire tel rendu sonore. En fait, c'est libre, c'est vachement C'est vaste. hyper vaste. On peut aussi, parce que c'est vrai que là j'ai parlé des capteurs, mais en fait ça permet aussi de travailler avec ce qu'on appelle les capteurs augmentés, c'est-à-dire par exemple une caméra avec un traitement d'image par-dessus. Et du coup, suivant ce que la caméra capte, ça change le rendu sonore. On a travaillé beaucoup avec la caméra sur les différentes années au Shabada. Notamment, l'année dernière, on a fait une boîte à rythme, mais en fait visuelle, c'est-à-dire que la caméra nous filmait et on avait une intelligence artificielle qui détectait le pincement des doigts. Et du coup, visuellement, on avait par-dessus l'image dessiné des carrés de couleurs différentes. Et du coup, on pouvait sélectionner des formes et ça jouait ce qui était sélectionné. Et du coup, en temps réel, on pouvait changer en pinçant. On a fait ça. On a un étudiant qui a, pareil, divisé son image. Donc, le même principe, sauf que plutôt que ce soit le pincement de l'animal, en fait, c'est son corps, ses mains et ses pieds. Il les mettait dans des zones et du coup, en fait, le geste, c'était tout son corps, en fait. Il était déchiré un peu pour atteindre certaines zones en même temps et ça jouait des choses différentes. Mais ça, du coup, ça permet quand même des performances artistiques hyper intéressantes. Et très vaste, surtout, on peut vraiment faire plein de choses. Et du coup, toi, sauf si tu veux pas nous dire, qu'est-ce que tu vas sur quoi tu as travaillé cette année, justement? Cette année, je travaille sur deux choses. Cette année, je travaille sur l'idée du chef d'orchestre. En fait, ce qui me plaît bien, cette relation entre le chef d'orchestre et l'orchestre. Sauf que là, moi, mon orchestre, c'est mon ordinateur. Et du coup, je veux reproduire, ça reste une reproduction artificielle de la relation entre le chef d'orchestre, donc moi et mon ordinateur. Et du coup, de pouvoir communiquer avec mes gestes à mon ordinateur ce qu'il doit faire. D'accord. Et donc, pour ça, j'ai développé avec un collègue de travail, un ami, des capteurs d'accélération en translation et en rotation sur les poignets et sur les jambes pour pouvoir, suivant la direction dans laquelle je fais mon mouvement, mais aussi l'intensité de mon mouvement, communiquer des choses différentes à mon ordinateur et du coup, il va avoir des réponses différentes. Réponses sonores, j'entends. Oui. Que j'aurais moi établies. Mais du coup, ça va permettre d'avoir cette discussion entre moi, par mes gestes, mon corps et l'ordinateur, sans utilisation de caméra. Ok. Oui, et j'ai une deuxième proposition cette année, que si tout se passe bien, parce que là on s'avance un peu, il y a encore un peu de temps. Oui. En fait, au laboratoire, on a une équipe de robotique qui travaille sur les robots en essaim. Donc en gros, c'est l'idée. Alors, je ne suis pas calée moi là-dedans, donc je vais dire ce que j'ai compris. C'est plein de robots qui communiquent entre eux pour pouvoir travailler en collaboration dans un espace. C'est inspiré notamment de tout ce qui est insectes. Exactement. Insectes sur les sociaux, phéromones, comme les fourmis ou les abeilles. Exactement. Et notamment, ils ont fait une application où du coup, ils ont une petite arène avec plein de petits robots. Et suivant le nombre de robots qu'il y a dans l'arène, ils se positionnent selon une force d'attraction et de répulsion dans l'espace pour couvrir toute la zone. Eh bien, cette année, j'ai décidé, je leur ai demandé quand même, de travailler avec ça, en fait, d'utiliser leur application telle qu'elle. Mais sauf que moi, je vais en faire un rendu sonore. Et donc, en fait, l'idée, c'est chaque petit robot, c'est un musicien. Du coup, il a son instrument associé, ses boucles de notes et tout. S'il est dans l'arène, il joue. S'il n'est pas dans l'arène, il joue pas. Okay. Et en fait, l'idée, c'est de travailler avec cette idée de système vivant qui s'harmonise. Donc, parce que quand tu mets tes robots, il faut un temps avant qu'ils se placent. Et du coup, ils sont en désharmonie jusqu'au moment où ils trouvent leur harmonie, leur équilibre. Eh bien, moi,
mon intention artistique derrière, c'est justement d'avoir un système qui est harmonieux et qui va avoir du coup essayer de le retranscrire au niveau sonore, cette harmonie. Et moi, je vais être là pour l'embêter. Je vais aller le déséquilibrer, je vais aller le désharmoniser et lui laisser le temps de se réharmoniser suivant la perturbation que j'ai faite. D'accord. Et donc, c'est cette idée de rentrer sur scène, perturber, ressortir, relaisser le système jouer tout seul et revenir, etc. Et un peu ce jeu-là de perturbation du système qui est harmonieux. Et comment tu le perturbes Justement, là, l'idée, c'est en ajoutant ou enlevant des robots. D'accord, ok. Et du coup, il va devoir recalculer ses positions pour qu'ils reprennent toute la surface. Et vu que je vais enlever et retirer des musiciens, ça va pas être les mêmes choses qui vont être jouées. C'est un peu l'idée, j'ai un orchestre qui joue, et pendant qu'il joue, moi, je vais aller le perturber. Je vais dire, toi, tu pars de l'orchestre, toi, tu viens t'asseoir. Et du coup, il faut le temps que le musicien qui s'accorde avec le reste, etc. Et là, en termes de programmation, ça a l'air quand même vachement plus complexe que... Enfin, je sais pas, peut-être c'est une impression, mais... En fait, le système de la reine et des robots, il est déjà fait et prouvé. Donc toi, tu viens rajouter... Et moi, je vais juste essayer de trouver des mesures qui sont faites dans cette arène-là pour pouvoir avoir une idée de cette harmonie. Alors, c'est déjà comment partir, mais je laisse la surprise. Et moi, c'est toute la partie musicale que je vais devoir travailler pour justement comment faire pour d'un point de vue audio, montrer la désharmonie. Ok. Et ça va pas être évident, mais j'ai confiance. Oui. Du coup, pour rappel, donc la date de cet événement-là, c'est le 26 mars. Le 26 mars. C'est marqué sur l'écran là, si vous voyez. Et le Muséum Koning, on a le 23 janvier, donc ce jeudi. C'est au Musée des Beaux-Arts, mais à 17h15. C'est tôt pour les gens qui travaillent. Ouais, c'est tôt pour les gens qui travaillent, mais c'est qui ferme à 18h, le Musée des Beaux-Arts. Et de 17h à 18h, c'est gratuit. Oui. C'est pour ça. Donc il y a plusieurs performances. Le 23, le 30 janvier et... le 13 février et le 6 mars. Ouais. Et le Shabada, c'est gratuit aussi. Et le Shabbat, c'est gratuit, c'est entrée libre, ouais. C'est ça. Et en plus, cette année, on veut faire les choses un peu différemment. Cette année, on veut faire de la vulgarisation, justement, sur ma thèse, sur mon travail. D'accord. Sur expliquer un peu c'est quoi mes problématiques et expliquer également pour chaque proposition, parce que du coup, moi, je fais des propositions, mais aussi les étudiants et aussi mes encadrants, enfin mes collègues de travail, font aussi des propositions. Et du coup, pour chaque proposition, expliquer un peu c'était quoi l'intention artistique, comment on a fait pour mettre ça. En fait, on veut vraiment être plus pédagogique cette année. Et j'ai cru comprendre que c'était fini. Alors, c'est pas fini, mais oui, on va... C'est peut-être la dernière date au Shabada. Ah, trop triste, donc il ne faut pas la manquer. Il faut pas la manquer, d'accord. Mais du coup, l'atelier, potentiellement... L'atelier va continuer, mais sous une forme différente. D'accord. Parce que ça fait 10 ans, en fait, que l'atelier... mais les fondateurs, du coup, ça fait 10 ans qu'ils l'ont créé. Donc, ils ont un peu fait le tour de ce qu'ils voulaient faire dans ce format-là. Donc là, l'idée, ensemble, donc moi inclus maintenant, on veut essayer de changer un peu la forme pour être un peu... C'est pas un peu... Disons que le fait de travailler avec des étudiants, ça amène des contraintes assez strictes. En termes d'horaire, j'imagine aussi. En termes de temps qu'ils ont aussi, j'imagine. D'emploi du temps, mais aussi parce que souvent en mars, il y en a plein qui partent en stage, il y en a qui partent en semestre étranger, et du coup, on commence avec tant d'étudiants, et en fait, en mi-parcours, on a la moitié qui sont partis. Et du coup, c'est compliqué quand on a des exigences de concert, surtout au Shabada, où on a c'est quand même une salle importante, on peut pas venir... Oui. Voilà, il faut quand même bien le travailler, du coup, c'est pas facile. Et du coup, on voudrait essayer d'être de plus centré maintenant sur notre travail, d'être nous plus acteurs de cet atelier et que les étudiants, s'ils le souhaitent, viennent nous épauler, nous aider, participer. Mais c'est plus nous, en fait, on aimerait, c'est toujours en discussion, on aimerait être plus acteurs de la création et vraiment faire de la recherche artistique finalement, d'être un laboratoire de recherche artistique. Waouh, l'atelier Noël, laboratoire de recherche artistique. Ça claque. Ça claque vachement, ouais. Non, ouais, c'est vrai que c'est très, très stylé. Enfin, en tout cas, je trouve que le concept est vraiment génial et que c'est un monde que je connaissais pas. Donc, du coup, j'ai un peu découvert tout ça. Et en tout cas, ouais, ça a l'air top. Et je pense que je viendrai voir, du coup, au Shabada. Parce que franchement, ça donne envie de
de voir, parce que même la manière dont tu as présenté, parce que, enfin, pour faire des concerts quand même assez régulièrement, ce côté-là, de ce côté groupe était quand même, c'est vrai que ça Faut pas ça oublier sera que pas ça reste pareil. de la musique expérimentale. Hein. C'est pas Oui, fait c'est pour pas être- un truc pour où danser tu vas... dessus. Alors, le live coding, si, on peut carrément faire du dance floor. Mais là, nous, c'est très vraiment de l'expérimental. expérimental. C'est plutôt de l'ambiance, souvent, qu'on fait. Ouais, mais c'est pour découvrir Mais aussi. il y a ce côté, en fait, très performatif où vraiment on travaille Mm. scénographie. À chaque proposition, en fait, il y a une performance On derrière. pourrait même vous mettre, en fait, finalement, dans un... Tu parlais d'orchestre, de chef d'orchestre, on pourrait même mettre vous enfin, voilà, à l'opéra et vous faire... Les gens, ils viennent écouter ça à l'opéra, tu sais. Pourquoi pas? Au Grand Théâtre. Au à Grand Angers. Théâtre, c'est parti. On fait Il faut bientôt être- l'Arena Trélazé. C'est vrai? Non. Non, non. 3000 personnes, c'est quoi? C'est Let's 3000, go. c'est ça? Ouais, c'est beaucoup. Oui, c'est le Shabada, c'est plus petit quand même. Oui, c'est beaucoup plus petit. C'est bien suffisant pour nous. Oui, vous jouez quand même dans la grande salle? Ou- Oui, parce que en fait, on s'installe dans la fosse. Enfin, les années précédentes, on s'installait dans la fosse pour pouvoir mettre tout notre matériel et pour permettre aux gens de venir un peu. Cette année, c'est pas encore défini. Souvent, la scénographie, c'est défini plus tard. Mais l'idée, c'est un peu plutôt de le voir cette année comme un peu un festival, qu'on fasse pas tout d'un coup, mais plutôt faire peut-être des entr'actes entre chaque pour vraiment prendre le temps d'installer, de laisser le temps des gens de venir, peut-être même de nous jouer, puis après laisser le public venir tester, vraiment plus pédagogique cette Ouais, année. très pédagogique, Ouais. interactif. Donc c'est hein. l'année où il faut venir. C'est l'année où il Parce faut que c'est venir. l'année où vous pourrez aller venir tester et vraiment comprendre ce qui se passe. En fait, c'était souvent ça les premières années. Le problème, c'est que les gens, vous entendez le son, ils voyaient des trucs, mais ils comprenaient pas le lien entre les deux. Ce qui est normal. Et surtout, ils étaient en mode, en fait, c'est déjà enregistré et juste, ils font genre, quoi. Ouais, comme les DJ, du Ouais, coup. c'est ça. Exact, on revient au même truc que tout à l'heure. Et du coup, on fait, non, mais pas du tout. Du coup, les années d'après, on a essayé de montrer, sans vraiment l'expliciter, la relation entre les deux. Mais D'accord. c'est un exercice assez dur. Ouais. Et cette année, on fait, allons-y, soyons pédagogiques, on va explicitement le dire, ce qui se passe, et la relation entre les deux. Et puis même, je trouve que c'est intéressant de pouvoir tester aussi en tant que spectateur, de pouvoir aller manipuler, tout en évidemment en restant avec vous pour que vous soyez là en tant que pédagogue pour expliquer comment ça fonctionne. Mais je trouve qu'il y a le côté... Les gens, des fois aussi... Je pense que... Enfin, en tout cas, moi, j'aurais envie d'essayer, quoi. J'ai envie de voir quand c'est moi qui sors le son et tout. Parce que quand tu as un instrument dans les mains et que tu connais l'instrument, tu peux... mais là, c'est vraiment différent, quoi. C'est pour ça, l'année dernière, ça a vachement plu. Ouais, Et j'imagine. c'est pour ça, on s'est dit, C'est bien, c'est une très bonne idée, ouais. Quitte à terminer, faisons les choses bien. Ouais, faisons. Ouais, j'espère quand même que vous aurez d'autres programmations. Oui, l'idée, c'est pas d'arrêter musicales. les performances, c'est juste De modifier. d'essayer dans un autre endroit ou sous une autre forme, en fait. C'est plutôt ça. Plutôt que rester dans cette routine du Shabbat où finalement, humainement, on rentre dans le même cercle et du coup, là, c'est nous forcer à sortir de ça pour essayer de faire des propositions différentes. Très bien. Mais en tout cas, nous, ce concept-là d'art et science, de mélanger les deux, c'est hyper chouette. Et puis, bon, le fait de coder, la programmation, coder. La programmation, c'est un truc qui est quand même vachement demandé aussi. Donc, en tout cas, moi, j'ai très hâte de voir ça. Eh bien, malheureusement, du coup, on ne pourra pas faire de démonstration, mais on a eu une petite explication. Voilà. C'est si vous voulez donc voir des vrais... des vrais. Comme si c'était pas vrai, mais c'est juste que ça marche pas, quoi. Il y a pas eu Il manquait pas grand-chose. Il manquait vraiment rien du tout. Une connexion. Ouais. N'hésitez pas, donc, si vous êtes sur Angers, à aller le 23, le 30, le 13 et ou le 6 mars, voir les étudiants de l'atelier NAN performer au Musée des Beaux-Arts. Et puis, si vous n'êtes pas d'Angers et que vous passez par là, n'hésitez pas à y aller non plus. Enfin, aussi, du coup, pas non plus. Et les échos numériques, du coup, le 26 mars à partir de 20h30 au Shabada, salle de concert à Angers aussi. Et si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer, malheureusement pour vous, je vous ai mis les liens dans le chat. Les liens vers le site de l'atelier NAN. Et puis, il y a des photos, des vidéos. Il y a plein de choses à regarder. Donc, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour pour découvrir un petit peu tout ce qui est produit par les étudiants. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Eh bien, en tout cas, merci Bérangère. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir, c'était très intéressant. Vraiment, sujet passionnant.
Je pense que, voilà, le côté art et science, de toute façon, gros kiff. Moi, j'adore aussi. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de questions, eh bien, on va se quitter. Merci en tout cas merci pour les questions aux personnes qui ont posé des questions, évidemment. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui sont... désolé pour ceux qui arrivent. Merci à ceux qui sont arrivés au milieu, mais qui sont quand même restés. Et puis, nous, on se retrouve... Je vous fais quand même une petite programmation de la semaine, du mois de janvier. Je vais juste repasser comme ça. On se retrouve bientôt, puisqu'on se retrouve jeudi à 14h pour une émission, un plateau avec Radio Campus Angers sur le thème de l'eau. Sur l'état de l'eau en Pays de la Loire. Donc, on va parler plutôt environnement jeudi. C'est un premier plateau d'une série de 5 qui aura lieu chaque mois jusqu'en mai, où j'irai en Pays de la Loire à la rencontre justement des acteurs de l'eau. Et on fera plein d'émissions sur plein de sujets différents. Donc, restez connectés. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour les prochaines émissions. Mais en tout cas, rendez-vous jeudi. Très nombreux, s'il vous plaît.